Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, brestoises, les mauvaises nouvelles s'enchaînent depuis l'arrivée du soleil. Bienvenue pour ce 99e épisode quater de Brest On Air, où je suis rejoint pour ce podcast de la déprime, de la défaite, par Fanch et par Yann, évidemment. Messieurs, comment allez-vous, Yann? Totalement abattu. Possiblement les pires dernières 24 heures depuis 2012, 2013. Fanch, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va. Évidemment déçu par les dernières nouvelles liées au stade dont on va parler tout à l'heure et déçu également par les dernières prestations, même si les deux à Lyon et contre Monaco sont très différentes, je pense. Mais les jambes commencent à trembler un petit peu là. Oui, alors bien sûr, on va parler du sportif, de l'extra-sportif, naturellement, des défaites sur le terrain, des défaites dans les médias aussi, on peut le dire, des défaites au niveau des instances, des défaites partout pour le Stade brestois ces derniers temps. Ça nous avait pas manqué. Ces derniers 10 jours nous rappellent qu'on supporte aussi le Stade brestois. Et c'est bien aussi d'avoir ce petit élément de rappel dans une saison où tout a été beau finalement. Ainsi va le quotidien de supporters du Stade brestois. Messieurs, commençons peut-être par le sportif. 2 dernières défaites à Lyon et contre Monaco. 2 gros matchs finalement qui arrivent juste avant un autre à Rennes le dimanche prochain. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 matchs, messieurs? On s'était resté sur une victoire contre Metz qui était plutôt convaincante, on va dire, sur les 70 premières minutes. 20 dernières minutes qui semblaient inquiétantes et on a presque revu le même scénario, sauf qu'avec un adversaire plus solide que Metz, on a payé le prix fort. Alors contre Lyon, c'est un match qui moi me laisse beaucoup plus de regrets et de frustration que le match de Monaco de ce dimanche. C'est vrai que le match de Monaco, je suis passé très vite à autre chose. Celui de Lyon, j'ai mis du temps à m'en remettre, entre guillemets. J'y pensais beaucoup dans les buts de semaine pour plusieurs raisons. Il y a évidemment eu les douilles, j'ai envie de dire, arbitrales du carton rouge de Pierre Lesmelou et du non-penalty sifflé pour Brest. Mais au-delà de ça, le penalty, d'une part, il n'était pas forcément marqué. Et Brest menait 3-1 dans ce match, en ayant magnifiquement égalisé dans un premier temps, puis après en faisant, c'est un quart d'heure, 10 minutes de folie. 8 minutes, je crois. 8 minutes, même si c'était déjà plutôt pas mal avant, avec notamment ce but de Romain Del Castillo, bien emmené par Steve Mounier d'abord, puis par l'intelligence de Kamori Doumbia qui arrive je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient frappé en première intention sur la passe de Mounier et qui lui arrive à la remettre parfaitement bien à Del Castillo. Et quand tu mènes 3-1 à 20-25 minutes de la fin, moi je me dis, là tu vois, là je me projette. Et c'est ça qui a été dur, parce que je me suis projeté, je me suis dit, bon, c'est gagné, c'est la Ligue des Champions, c'est l'Europe assurée, tu vas taper Lyon en mettant 3 buts comme ça en un quart d'heure, le scénario était absolument dingue. Puis tu prends le deuxième but, et là je me suis immédiatement, évidemment, reprojeté sur le match de Metz en me disant, ah bon, ça va pas recommencer. 3-2, 3-3, et même je me disais que le 3-3, le match nul, finalement, était plutôt équilibré, plutôt équitable, même si j'avais trouvé que Brest avait mieux joué. Et je me satisfaisais de ce point du nul. Et finalement, le scénario est absolument terrible, puisqu'on encaisse le but à la 90e plus 17, ou quelque chose dans le genre. Et je pense que le coup a été très dur pour les joueurs au niveau mental. Et après, on reviendra sur le match de Monaco, mais d'abord celui-là, c'est avant que je vous laisse la parole sur ce match. Moi, il a été très très dur à digérer, parce que l'arbitre, effectivement, n'a pas été au niveau, et aussi parce qu'on a laissé passer une occasion en or alors qu'on menait 3-1, et à 3-1, tu dois pas te faire rejoindre comme ça, même si évidemment, tu l'as dit Quentin très justement, en face, tu as une équipe en pleine confiance, avec des joueurs de qualité, dans un stade chauffé à blanc, plein à craquer. On n'est que Brest, c'est important de s'en souvenir, mais c'est une vraie frustration. Yann, de ton côté, comment tu as ressenti ce match? C'est vrai que, Fanch, tu le disais, on a eu du mal à passer à autre chose, et tu es pas le seul, que ce soit les joueurs, mais aussi que ce soit
l'entraîneur, le directeur sportif, ils nous ont pas aidés aussi à passer à autre chose. Yann, comment toi, de ton côté, tu as vécu l'après-match, on va dire? L'injustice la plus totale, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec cet argument en disant oui, on menait 3-1, on n'avait pas à se faire remettre, c'est trop facile de remettre tout sur l'arbitrage. Il faut vraiment avoir vu ce match de A à Z pour comprendre le conditionnement. Mathieu Vernis a été scandaleux du début à la fin, pas forcément sur les grosses décisions, mais sur son attitude, sur toutes les petites décisions, sur le moindre coup de sifflet, la moindre discussion. Et c'est évident que mentalement, ça a joué. Mentalement, tu accentues comme ça une pression. Bah voilà, ça a été une injustice qui a mis 3-4 jours à redescendre, qui a commencé à redescendre, et directement après, on apprend la confirmation de la suspension de Lesmelou. Enfin, ça a été vraiment une semaine infernale, et le seul et unique coupable pour moi, c'est l'arbitre de ce match, Mathieu Vernis, qui a été logiquement sanctionné d'un 1 dans l'équipe, mais qui malheureusement, puisqu'on connaît très bien le football français et son manque de remise en question, sera dès la semaine prochaine sur les pelouses de Ligue 1. Je suis d'accord avec toi sur C'est vrai que l'arbitrage. vous avez deux points de vue assez drastiquement opposés. Moi, je suis d'accord avec Yann sur l'arbitrage parce que effectivement, l'arbitre a été très mauvais, mais à 3-1, je reviens là-dessus, il n'y a plus d'erreur d'arbitrage. À part le carton rouge pour les Melou, ok. Mais en fait, mais le ça con, influe pas sur le résultat de. bah, je suis pas d'accord parce que c'est pas un jeu d'échecs en fait. C'est pas une décision, donc ça on conduit à tel ou tel truc. Là, c'est un ensemble qui te met une atmosphère qui fait que chaque joueur du côté de Brest se dit bah non, je vais pas y aller parce qu'il va siffler contre nous. Ou au contraire, il faut vraiment que j'aille à fond parce que sinon il va pas siffler pour. Enfin, c'est du début à la fin, c'était écrit à chaque coup de sifflet, tu le sentais que tu allais te faire niquer. Et au-delà de ça, on dit que ça n'a pas eu une incidence sur le résultat. Pierre Lesmelou est exclu à 3 partout. Je Ouais, pense c'est que vrai. si Brest finit à 11 contre 11, je ne demande même pas que ce soit à 11 contre 10, ce qui aurait dû être le cas, même à 11 contre 11, Ça, c'est pour vrai. moi, tu ne le perds pas. Et il est suspendu pour le match suivant en plus. En plus. Donc ça, la double peine, bien sûr. Mais c'est surtout donc l'après-match sur lequel je pense que vous n'êtes pas d'accord. Yann, toi, tu étais plutôt pour un pressing non-stop style Magnétique Camara envers les instances commission de discipline, ligue de football professionnel. Alors que toi, Fanch, tu étais plutôt pour un statu quo, on va dire, avec on va dire d'un point de vue où ça ne sert plutôt à rien de revenir sur les faits et d'arrêter de critiquer les arbitres Je pense même qu'il et faut s'en de servir. ressasser ça. Je pense même qu'il faut s'en servir pour progresser, passer à autre chose. Parce que de toute façon, on l'a bien vu et on l'a revu contre Monaco. Alors que contre Monaco, pour moi, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage flagrante. La faute de le Cardinal, sur le Cardinal, pardon, certains peuvent la siffler, d'autres ne peuvent pas la siffler. On en discutait pendant le match, Quentin. Je pense que l'action du but de Brest, d'égalisateur contre Lille, où Kenny Lala pousse, c'est Yoro peut-être. C'est un peu se siffler, elle n'est pas sifflée. Donc là, c'est du 50-50. Mais je pense que les arbitres, de toute façon, on n'aura pas le dernier mot avec eux. On n'aura pas le dernier mot avec eux, que ce soit les arbitres sur le terrain, que ce soit les arbitres de VAR ou que ce soit les instances qui, on l'a bien vu, et Yann réclamait à raison, je pense, la levée de la suspension de Lesmelou. Moi, j'y croyais pas une seule seconde. Je me suis dit, c'est impossible qu'ils se déjugent là-dessus. Je pense que comme on n'a pas moyen comme on n'a pas on va dire que Brest, les 11 joueurs qui sont sur le terrain, le staff, le joueur, ont des moyens d'action sur leur match, la façon dont ils vont jouer, le calme qu'ils vont pouvoir montrer et la gestion de leurs émotions. S'ils rentrent dans un combat face aux arbitres, ils vont en oublier le combat face à l'adversaire. Et pour moi, c'est un peu contre-productif, et on l'a vu contre Monaco. Même d'ailleurs, le comportement du public aussi, hein, à invectiver l'arbitre comme si c'était le pire arbitre qu'on ait jamais vu à Le Bleu, qu'on a vu largement pire. À force de se concentrer sur les arbitres, on se trompe un peu de combat, et on est en train de perdre un peu nos objectifs de vue. Tout le monde est un petit peu tendu, tout le monde manque, je pense, de discernement et de calme. Et si on veut obtenir de très bons résultats sur les 4 derniers matchs, il va falloir se reconcentrer sur ce qu'a fait notre force, c'est-à-dire notre collectif, nos certitudes dans le jeu, et pas simplement la première action, arrêter de jouer, réclamer, etc. Et on l'a vu contre Monaco, on prend un but à cause de ça. Si on n'arrête pas de jouer après l'action de Julien Le Cardinal, on prend pas le but. Et Yann va me répondre, et peut-être à raison, hein, que si les arbitres arbitraient bien, on n'aurait pas eu besoin aujourd'hui de se mettre dans cet état et de s'agacer. Mais au final, la conséquence est la même. L'agacement ne portera rien de positif, je pense, sur cette fin de saison. Après, comme l'a dit Julien Le Cardinal, si on l'ouvre, ça ne change pas, et si on ne l'ouvre pas, ça ne change pas non plus. Enfin, comment gagner un peu cette bataille, entre guillemets, cette bataille La gestion des émotions. De mon côté, je pense que
Il faut en parler, il faut le faire, mais la manière dont ça a été fait, notamment par Grégory Lorenzi, ne me vient pas. Parce que arriver avec un discours Brest dérange, c'est le meilleur moyen pour passer pour des cons, pour des gros rageux. Et c'est le cas, on l'a bien vu. Tout le monde ne voit que ça. En revanche, arriver avec un discours en disant que bah c'est marrant, les gros clubs et les petits clubs n'ont pas le même traitement. C'est-à-dire que pour Monaco, Paris, Lyon, Marseille, on va plus facilement voir la VAR. Alors que pour plein d'autres clubs, ça peut être Brest, Le Havre, Clermont, Lorient, n'importe quoi, on ne va pas avoir la VAR. Ça, c'est un discours qui est audible, c'est un discours qui s'appuie sur des faits et qui va au-delà de Brest. Et Après, ça, pour c'est un moi, discours que j'ai déjà entendu plus tôt dans la saison de la part de Grégory Lorenzi. exactement. Et c'était ce discours-là qui était attendu, qu'il fallait marteler une nouvelle fois, surtout que on n'est pas le seul club à commencer à le dire. Il y a eu Rennes, il y a eu Nice depuis, il y a eu Le Havre qui s'y est mis. Donc c'était ce discours-là qui était attendu et que j'attends encore sur les prochaines semaines. Par contre, tomber dans un discours à la con en disant oui, Brest dérange, machin. Peut-être que Brest dérange. Si tu veux, peut-être. On n'en sait rien. Mais c'est pas un discours audible. C'est pas comme ça que tu vas entraîner des changements en fait sur l'arbitrage. Parce que si c'est juste chacun qui vient dire oui, moi je dérange, enfin, il y a 18 clubs de Ligue 1 qui dérangent. C'est pas comme ça que tu vas amener des changements dans le fonctionnement de l'arbitrage. C'est pas comme ça que tu vas les amener à la moindre remise en question. Donc pour moi, c'est oui, il y a un pressing à faire, mais absolument pas dans les termes Brest dérange. Et je rajoute un élément sur Monaco et sur le but. Justement, à la limite, tu peux considérer que en interne, dans ton groupe, tes joueurs vont dire oui, Brest dérange. Ok, tu l'acceptes, tu le mets ça dans ta tête. Mais alors, t'arrêtes pas de jouer. Je veux dire, sur le premier but, c'est où si tu pars du principe que l'arbitre va te niquer, pourquoi tu t'arrêtes de jouer? C'est un truc qui m'échappe totalement, c'est en incohérence totale entre le discours qui est donné en externe et ce qui est montré. Et effectivement, si l'arbitre revient sur son erreur, il n'y a pas de but, mais on ne doit pas lui donner la possibilité de faire cette erreur. Ou d'avoir une erreur avec aussi grandes conséquences, puisque finalement, l'erreur n'amène pas directement le but. Oui, oui, c'est ça, c'est Il y a, ça. il y a quand même ensuite alors la Et, passe de Chardonnay vers Martin, bon, c'est pas un cadeau, mais bon, elle n'est pas non plus et, dégueulasse. Par contre, il y a le grand pont dans la surface, ça, c'est peut-être pas nécessaire, quoi. Et et le encore tac une fois, qui suit après. je suis d'accord Exactement. avec, je suis d'accord avec Fanch que c'est pas quelque chose de flagrant en soi. Mais encore une fois, je pense que si c'est la même situation de l'autre côté, Rudy Buquet va avoir la VAR. Ça, Peut-être je qu'il peux. annule, peut-être qu'il Ça, annule pas, mais il va avoir la VAR. Là, c'est Brest, il ne va pas l'avoir. Et là-dessus, c'est toi, Quentin, qui l'a dit, l'attitude de Rudy Buquet après le but, notamment dans son traitement avec Brendan Chardonnay, capitaine, qui est supposé pouvoir lui parler, eh ben, excusez-moi, encore une fois, c'est une attitude qu'il n'aurait pas eu avec 14 clubs de Ligue 1. Et il l'a avec 6. Non, non, qu'il n'aurait pas eu Et, avec 6 et qu'il l'a avec 14. et en fait, tu le vois assez rapidement, puisque à la mi-temps, donc il y a Denis Zakaria qui va voir l'arbitre, puisque Denis Zakaria vient de prendre un carton jaune. Carton jaune, alors j'ai pas revu les images, mais a priori c'est pas un carton jaune qu'il méritait. Donc Denis Zakaria va voir l'arbitre et là il y a un dialogue qui est clair, qui surtout du moment où c'est plus ou moins au niveau du rond central, du moment où l'arbitre donc prend le ballon à la main, Denis Zakaria vient le voir et il y a un dialogue assez cordial entre les deux jusqu'au tunnel. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, au-delà des décisions qui sont peut-être pas noir et blanc, mais au moins grises, que c'est surtout l'attitude enfin, moi, c'est Mais est-ce que particulièrement ça les qui arbitres, m'a. Quentin, n'ont pas pris aussi inversement Brest en grippe Bien sûr, c'est totalement possible et c'est aussi l'un des possibles résultats parce que on peut croire que les arbitres s'acharnent sur Brest, mais en tout cas, les Brest s'acharnent sur les arbitres. Ça, c'est un fait et Ouais, c'est établi, puisque ça a commencé bien avant, enfin, quelques jours avant la trêve de janvier. Stéphane Lannoy s'était quand même déplacé à Brest pour faire un point. Alors, on sait depuis ce qu'il est arrivé à Stéphane Lannoy, il est plus en poste. Visiblement, ça n'a pas non plus porté beaucoup de fruits, ce déplacement. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que Brest est arbitré comme un petit club. Alors, Brest est un petit club. Brest joue dans une division actuellement qui est bien au-dessus de son statut, on va dire. Et je suis d'accord pour dire aussi que les arbitres sont humains, donc inconsciemment, tu vas pas arbitrer Brest et Paris de la même façon. Je pense que même nous, si on était arbitre, ce serait la même chose. Ceci étant, c'est pas normal, mais il faut le dire. Par contre, il faut le dire avec les bons mots, et ça n'a peut-être pas été fait. je te complète, Quentin. Stéphane Lannoy qui est venu,
Faut préciser qu'il a fait le tour de quasiment tous les clubs de France en Ligue 1, parce que cette année, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, malheureusement, chacun son tour et en défendant sa petite tambouille. Et là où je rejoins pas tout à fait le propos, c'est en disant que finalement, le comportement des arbitres serait un peu la conséquence du fait qu'on leur tape dedans. Mais ils n'ont pas attendu ça. Je vous rappelle le match aller face à Monaco. Au-delà des décisions, c'est l'attitude qui est scandaleuse. Et à ce moment-là, Brest n'a pas dit le moindre mot sur l'arbitrage de la saison. C'est le cas depuis le début de saison. Et Oui, mais pourquoi? après, bon, ça, les erreurs, ça peut arriver. Non, non, mais je Ouais, parle pas des erreurs, je parle vraiment de l'attitude. C'est exactement la même chose. Et pourquoi? Eh bien là, je suis totalement d'accord avec toi, parce que Brest est arbitré comme un petit club, comme beaucoup d'équipes sont arbitrées comme des petits clubs, et c'est pas normal, effectivement. Ouais, mais là, on est à 4 matchs de la fin. Alors, est-ce que 4 matchs de la fin, c'est encore le moment de se poser ce genre de questions et d'essayer de voir ce qu'on peut faire? Ou au contraire, on se dit, bon, pendant les 4 derniers matchs, on se met dans notre bulle. On sait que les arbitres. Et tu vois, tu le joues un petit peu plus en prenant une force. On sait que les arbitres, de toute façon, nous ne laisseront rien. Bah, faisons fi de l'arbitrage et montrons que sur le terrain, malgré tout ça, on est capable de gagner les matchs qui nous manquent. Et je pense que Brest aurait tout à gagner à être un petit peu plus. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on est l'équipe qui est la plus sanctionnée de Ligue 1 là, cette saison, avec les cartons qu'on a pris sur les derniers matchs. Faire preuve d'un petit peu plus de calme et de sang-froid pour réussir à remporter cette victoire-là qui nous manque. Pour les joueurs, oui, et là-dessus, je trouve que les joueurs ont été extrêmement calmes, on va dire, soit jusqu'au carton jaune de Mady Camara, soit sur la séquence un peu lunaire où Kenny Lala prend un carton jaune. C'est un peu ma crainte, comme vous, que les mecs sortent de leur match et fassent de l'arbitre l'adversaire. Pendant 60 minutes, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai pas vu ça. Et contre Lorient, enfin, pas contre Lorient, contre Lyon également, hein. Je pense que les décisions sont pas en faveur des Brestois sur la première mi-temps. Et pourtant, j'ai pas vu d'agressivité envers l'arbitre. Non. Évidemment, ils ont protesté, ce qui est assez logique. Ce sont, comme les arbitres, des êtres humains avec des émotions. Euh, mais par contre, en début de deuxième mi-temps, bah, ils changent le match alors que de 1-0 avec le penalty et pas penalty sur la main, hors-jeu de la Casette, pas hors-jeu de la Casette. Mais au final, il y a 3-1, quoi. Il y a 3-1, et là, je rejoins Fanch sur le fait, et on va peut-être revenir aussi au côté un peu plus sportif et pas faire un podcast arbitrage, parce que c'est vrai que ça va être un peu redondant. Mais qu'est-ce que vous avez vu, vous, à 3-1, qui vous a... Alors évidemment, il y a le but immédiat de la Casette qui arrive clairement à un moment où il faut pas le prendre, surtout sur un coup de pied arrêté. Ça fait 2, voire 3 avec le penalty sur ce match contre Lyon. Mais qu'est-ce qui vous a un peu déplu sur cette fin de match contre Lyon? La même chose que depuis plusieurs semaines, de mon côté, c'est les entrants. Les entrants, non seulement n'apportent plus rien en plus, mais surtout nous pénalisent assez nettement. Ça a été le cas sur les 3 derniers matchs. Quasiment tous les joueurs, je mets peut-être un Camara sur sa rentrée contre Monaco qui a peut-être apporté un peu plus. Mais sinon, tous les entrants sur les 3 derniers matchs, au mieux ont été neutres et au pire ont faibli l'équipe, tout simplement. Et c'était très flagrant contre Lyon. Ouais, Fanch? je suis assez d'accord. De toute façon, le constat est assez simple, hein. D'ailleurs, il y a un article du Télégramme aujourd'hui sur le sujet. Effectivement, les entrants qui ont apporté beaucoup dans les 2 premiers tiers de la saison, je dirais, là, sont plus discrets, voire même, ouais, effectivement, ont affaibli l'équipe. Je ne sais pas si c'est un problème physique, un problème de système aussi. Depuis qu'on a changé un petit peu de système, parce que là, Kamori Doumbia enchaîne les matchs, donc avec le triangle au milieu de terrain qui a été inversé. Effectivement, ça nous donne plus de liberté offensive, parce que finalement, on marque quand même pas mal de buts, hein. On marque 7 buts entre Lyon et Metz. Mais défensivement et dans l'équilibre de l'équipe, on est beaucoup plus mis en difficulté. On était la meilleure défense de Ligue 1, on ne l'est plus du tout. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être un relâchement. Alors, on a vu le relâchement contre Metz, il a failli être coupable. Après Lyon, sur ces 8 minutes de folie, le fait d'encaisser un but tout de suite, je pense qu'il y a eu aussi pas mal de crainte, de peur. Et les joueurs ont un petit peu joué avec la peur de revoir le scénario de Metz se répéter. Et malheureusement, il s'est répété. Alors, je pense que c'est un ensemble de facteurs, hein, mais Yann a pointé du doigt, à mon avis, le plus pertinent. Toi, tu évoques justement l'inversion du triangle. Ça, c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'on a inversé ce triangle parce que Kamori Doumbia est en grande forme ou parce Non. que Hugo Magnetti comme Mady Camara sont en mauvaise forme? En début de saison, alors moi j'avais dit que, et je pense que je crois qu'Yann, et peut-être Fanch, vous étiez d'accord aussi avec moi, j'avais dit que Mady Camara était peut-être le joueur le plus important de l'effectif, parce que c'était dans son profil, c'était le seul à savoir faire et à faire ce qu'il fait. Et en fait, on le voit actuellement.
et c'est à cause de ça qu'on a changé de système, je pense. C'est surtout la mauvaise forme de Mady Camara qui est à l'origine de ce changement de système. Et effectivement, on doit changer parce que personne, en fait, ne fait ce que Mady Camara fait, c'est-à-dire la projection, toujours dans des beaux tempos en plus de Mady Camara, le fait de le voir dans la surface régulièrement, mais aussi de pouvoir presser très haut, d'accumuler les kilomètres. Et bah, évidemment, je pense que ça se paie aussi à un moment de la saison. Mais clairement, l'absence de Camara, pour moi, On change de système aussi après le match de Lorient qui n'a pas été, malgré la victoire, très bon et très consistant dans le jeu. Je pense qu'il y a effectivement cette méforme. Plus de Camara que de Magnetti, même si Magnetti est pas je trouve pas Magnetti mauvais, mais je le trouve un peu plus neutre et il fait des choses assez basiques sans en faire un petit peu plus comme il en faisait en début de saison. Et Camara, lui, a vraiment, depuis le match de Strasbourg, je le trouvais vraiment moins bien. Mais son je entrée, pense que le style de jeu de Magnetti, on va dire que c'est plus difficile de voir quand il est en mauvaise forme. ouais, parce qu'il Parce continue à se qu'on battre. le voit un peu moins. C'est vrai que on n'a pas généralement, on le voit pas beaucoup et c'est, je pense, bon signe. Mais c'est vrai il a moins de qualité, on va dire, footballistique, même si c'est un peu dur de dire ça parce que ça reste un bon joueur de foot. Mais que Camara, qui lui est un peu partout sur le terrain, qu'on voit beaucoup offensivement, défensivement. Et c'est vrai que Magnetti, on n'a pas besoin de le voir offensivement, défensivement, quoi. En revanche, sur les périodes, j'ai beaucoup aimé, enfin moi j'aime bien en tout cas ce que montre, alors un petit peu moins sur le match de Monaco, mais des performances de Jonas Martin que je trouve un petit peu meilleures sur cette deuxième partie de saison, contrairement à la première. Je pense que lui, dans le sens inverse, a un petit peu progressé, alors qu'il était vraiment en difficulté sur le début d'année. Je pense lié à une blessure de début de saison qui avait un petit peu tronqué sa préparation. Je le trouve un peu mieux. J'ai également bien aimé la prestation de Julien Le Cardinal contre Monaco, que je trouve assez solide. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus aidé en ce moment par les suspensions. Là, avec Desmelou, le Cardinal sera suspendu contre Nantes, Brassier qui était blessé. J'espère, parce que c'est le mollet, on sait que c'est assez long, c'est pas du tout dit qu'il soit de retour contre Rennes. Ce sont des choses qui, avec notre effectif assez court en quantité, forcément, on a moins de marge de manœuvre qu'une équipe comme Monaco, Lille, même si j'enseigne tous les Ou 3 Lyon, jours, Lyon, qui nous a fait Marseille. mal avec ses entrants quand même. Oui, en même temps, les mecs sont achetés une nouvelle équipe cet hiver, donc encore eux, Ah oui, leurs bien entrants sûr, bien soient sûr. bons. Complètement, complètement, mais je suis heureux du fait que la saison ne dure pas jusqu'à la 38e journée cette saison. Enfin, que ça s'arrête à 34, parce que si ça avait été à 38, j'aurais été extrêmement inquiet pour une qualification européenne. Là, il y avait 4 matchs à jouer, bon, normalement ça devrait le faire, mais heureusement qu'il n'y a pas 8 matchs de plus. Et du coup, la question, tu l'as un peu induite, Fanch, c'est quelle équipe vous alignez contre Rennes ce dimanche? Quel milieu notamment? Alors moi j'ai trouvé Jonas Martin très mauvais contre Monaco, au-delà même de son erreur sur le premier but. Je crois qu'il n'est pas... J'ai pas revu le deuxième but, j'aurais dû. Mais je crois qu'il n'est pas impeccable non plus sur le deuxième but. J'espère que je dis vrai, parce que sinon... Enfin, de la vue du stade, en tout cas, j'espère que je dis vrai, parce que sinon je passe pour un ce serait pas la première fois, vous allez me dire que je passerai pour un idiot, mais quand même. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment eu, comme un peu contre Lorient, moi je préfère Jonas Martin un peu plus haut sur le terrain Et avec Carles Melou. Ouais, et dispenser de ce rôle de meneur de jeu en retrait, on va dire, premier relanceur. C'est ça. Et là, Lesmelou est vraiment injouable sur ce... Comme à Lorient où Lesmelou n'était pas là et Martin était pas non. Moi je l'ai bien aimé sur la deuxième partie de saison, comme je le disais tout à l'heure, mais je le trouve bon quand Pierre Lesmelou est à côté de lui, qui lui permet d'être un petit peu plus libre. Ouais, comme à Strasbourg, par exemple. Voilà, exactement. Strasbourg, c'est top. Ah oui, bah oui. Strasbourg, c'était top, mais là, il faudrait enlever Magnetti pour mettre Martin, plutôt. C'est ça, comme à Strasbourg, en fait, exactement pareil. Là, contre Monaco, c'est vrai que c'était un peu trop scolaire, un peu trop latéral, un peu trop... il avait du mal à aller... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit un peu à Fanch pendant le match, c'est qu'il avait du mal à voir un peu autour de lui, un peu plus loin qu'autour de lui, quoi. C'est vrai que on a l'habitude des transversales Et ouais, c'est ça. parfaites de Pierre Lesmelou, qui accélère quand même pas mal le jeu, ce qui déstabilise très vite l'adversaire. Là, on avait du mal à déstabiliser l'adversaire, qui en plus est athlétiquement beaucoup plus fort que Brest. Donc c'est vrai que si on n'accélérait pas le jeu très rapidement, on avait du mal à les prendre de vitesse. Chose qu'on a plutôt bien fait en première mi-temps. C'était une bonne première mi-temps, j'ai trouvé. Et c'est pour ça qu'à 1-0, même à la mi-temps, on n'a pas l'impression que le match était terminé. Il fallait, parce que on va dire de la 15e jusqu'au but monégasque, je pense que le match est majoritairement brestois.
Par contre, le début de seconde période et la seconde période qui en a découlé était totalement monégasque et ils méritent, je pense, sur les 90 minutes leur victoire. En fait, c'est l'association Martin-Magnéti qui fonctionne pas trop. Ouais, clairement. Parce que les deux, si Martin est très scolaire, Magnéti, lui, on sait que c'est pas lui qui va te faire les transversales, qui va te faire les différences ballon au pied. Il va plutôt être dans un rôle de chiffonnier, de bagarreur. C'est pas extrêmement intéressant d'avoir les deux alignés en même temps. Mais bon. Donc évidemment, Lesmelou. Et moi, je remettrai la pointe basse quand même contre Rennes. Moi aussi. On va à l'extérieur, pas non plus faire n'importe quoi. Hein. Je me posais une question tout à l'heure, c'est un peu plus tard, mais est-ce que Doumbia au match aller et donc au match retour par conséquent ne peut pas jouer contre Reims? Oui, Oui, je pense que ce sera le oui, cas, oui, oui. il pouvait pas jouer à D'accord. l'aller, il jouera pas au Il retour. faut prendre ça en considération du coup, parce que ça veut dire qu'il peut jouer plus. Est-ce que si Roy veut faire, comme Yann aime bien l'appeler, son coaching social, il le mettra peut-être contre Nantes à domicile plutôt qu'à Rennes. Oui, en plus, je pense que ça lui va bien, hein, Nantes à domicile. Oui. Enfin, je pense que les Nantais n'ont pas des monstres comme Fofana et Zakaria au milieu non plus, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, hein, à chaque duel entre les deux. On voyait clairement qui était le plus athlétique des deux, et c'était clairement pas Kamori Doumbia, mais ça, je pense que quelqu'un qui suit pas le foot aurait pu s'en douter avant le match. mais oui, pour revenir à ta question, peut-être Yann, moi ce serait Magnéti Camara, Lesmelou. Retour aux bases. De mon côté, je joue le cheat code Jonas Martin contre un de ses anciens clubs, et ça serait un peu comme, finalement c'est la logique de ce que vous dites, Lesmelou, Camara et Jonas Martin, avec Lesmelou point de basse. Moi, je pense qu'il faut, dans des moments où on est un peu dans le doute, il faut revenir aux bases et à ce qui a marché par le passé. Après, la question aussi, c'est de savoir qui va être mis sur les ailes. C'est l'autre question, hein. Naturellement, on voit Martin Satriano parce que malheureusement, il n'y a pas tellement de concurrence. Hein. Quand on voit les entrées de Le Doiron et de Pereira Lage ces dernières semaines, c'est vrai que on se dit que il va falloir acheter des ailiers en masse, naturellement, cet été. Et donc, est-ce que vous continueriez à mettre Satriano, Mounier, Del Castillo? La question est difficile parce que si tu mets Satriano et Mounier d'entrée de jeu, tu t'offres plus de garanties sur le plan offensif et tu peux envisager de marquer, en tout cas d'avoir plus d'occasions de but, plus de situations. Mais si ça fonctionne pas, tu as très peu de balles de rechange en fait. Et si tu es mené à Rennes et que sur le banc, tu ne peux faire entrer que Le Doiron, Camblan, Brahimi ou Mathias Pereira à l'âge, je vois pas trop lequel va pouvoir te faire tourner le match. Tandis que si tu gardes une gâchette comme Steve Mounier, par exemple, sur le banc, moi je mettrais Satriano titulaire jusqu'à la fin de saison, de toute façon. Pour moi, c'est un bien meilleur joueur de football que Steve Mounier. Et il est en forme en plus. Ouais, et Steve Mounier, quand il rentre, il peut quand même. Steve Mounier, tu vois, t'es Rennes, même si tu mènes, tu vois Steve Mounier entrer, tu connais le joueur et tu sais qu'il peut t'apporter, représenter un danger sur les coups de pied arrêtés. Il peut représenter un danger avec son jeu aérien. On l'a vu à Lyon, il avait été intéressant. Tandis que si tu fais entrer Le Doiron en ce moment, je suis pas certain que ça puisse changer grand-chose. Donc moi, je mettrais plutôt Pereira à l'âge d'entrée de jeu avec Satriano et Romain Del Castillo, et avec la possibilité de faire entrer ensuite Mounier en deuxième partie de rencontre. Quitte à garder Satriano sur le terrain et à sortir Pereira à l'âge, tu vois. Ça a du sens. C'est à mon tour de proposer un coaching social. Et pourquoi pas Doumbia à gauche? On l'a vu rentrer à gauche contre Montpellier. Certes, c'est pas un profil d'ailier, mais c'est un profil qui techniquement tient beaucoup. On a vu, ça c'est un des rares points positifs du match contre Monaco, c'est qu'il combine très bien avec Del Castillo et Satriano. Donc pourquoi pas? Moi je me dis pourquoi pas, ça permet de mettre tous les hommes forts du moment sur le terrain sans mettre un système qui te découvre. Après, on joue Rennes et il faudra défendre aussi. Oui, mais je pense qu'il fait les efforts. Et je suis désolé, on va dire que je m'acharne, mais Le Doiron, quand il rentre, il défend pas, hein. Pereira à l'âge défend. Sur les derniers matchs, Le Doiron n'a pas défendu. Pereira à l'âge défend, il court en tout cas, il fait les courses défensives, mais pas Le Doiron. Mais il faut prendre en compte aussi que ce sera peut-être Guéladoué qui joue arrière droit maintenant à Rennes. Avec peut-être Bourigeaud devant lui, donc Bourigeaud qui rentre souvent dans l'axe et Guéladoué qui prend le couloir. Donc ça a quand même un élément à prendre en compte si tu veux mettre Doumbia sur le côté gauche. Est-ce que aussi Doumbia aime jouer côté gauche? Est-ce qu'il veut jouer côté gauche? Je suis pas sûr de l'avoir vu côté gauche une fois, peut-être quand il est rentré, ou deux Contre fois. Montpellier. Ouais, quand il est rentré, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Ouais, mais après, là, c'est un scénario de match différent où tu mènes déjà d'un but, je crois.
où il rentre et... Ok, il rentre et il fait la passe ici. Ah, il rentre et il marque. marque, ouais, c'est vrai, pardon. C'est vrai que c'est le coaching où il rentre et on marque instantanément. Ouais, mais enfin, moi, je suis vraiment dans l'optique. Non, c'était Pereira, Essayons. là, j'ai Mounier qui rentre, ça, je crois. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, pour moi, quand Doumbia rentre, il rentre avec Lebeau de mémoire et on mène déjà 2-1. Mm. C'est ça, mais essayons. Essayons parce qu'on a vu que les autres solutions sur les côtés ne marchent pas. Après, j'ai pas de souci à revoir Simonier titulaire. Voilà, Non, c'est pas. Il sortait quand même de bons matchs contre Metz et Lyon. c'est ça. Et en face, la charnière centrale, c'est Wu et Omari. C'est pas non plus des monstres Ouais, physiques. ouais. C'est pas des super défenseurs. Ah oui, clairement, s'il y a un élément à... Mais Théâtre revient, non? Bon, c'est pas non plus un monstre. Hein. Non, bah ouais. Donc, Il a des cheveux. il a des cheveux. Il Ça sera diffère pas... des arbitres de certains il sera arbitres pas de arbitre Ligue de 1. Ligue 1. Même si c'est vrai que c'est une... On va pas revenir dessus, bien sûr, naturellement, sur les arbitres de Ligue 1, mais c'est une espèce en voie de disparition, ces arbitres chauves. C'est vrai. Est-ce que c'était pas mieux quand ils étaient chauves? Monsieur Vatelier nous a bien niqué cette année, hein, il était chauve. Oui, c'est vrai. Monsieur Gauthier à la présidence, hein, naturellement, un chauve, naturellement. Encore une fois. On y revient. Messieurs, peut-être une dernière question avant de clore ce côté sportif du podcast. C'est vrai que Brest donc se plaint pas mal en ce moment, que ce soit les joueurs, que ce soit les directeurs sportifs, que ce soit l'entraîneur, hein, pas mal ces dernières semaines. Brest avait plutôt du point de vue des supporters neutres, avait plutôt une cote de sympathie qui était assez importante. C'est vrai que ça s'est un peu dilué depuis quelques jours. Est-ce que ça vous embête que l'image de Brest en prenne un coup avec ces déclarations dans la presse ou pas du tout? Absolument pas. Rien à foutre. Ça a le mérite d'être clair. Passons peut-être maintenant à la dernière nouvelle que nous avons apprise donc hier lundi. Et quelle Peut-être, nouvelle? peut-être juste avant de sombrer dans la vie. Moi, j'avais un point à faire remonter sur ce match face à Monaco où je sais que Quentin n'était pas tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faut le dire. Vous étiez en tribune Quimper, donc vous l'avez pas forcément vu. La tribune Quimper est remplie d'abonnés, toujours fidèles au poste, etc. En tribune Arkea, waouh, c'était vraiment tourist land. Je sais que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus dans les stades français, mais autour de moi, je suis assez souvent en Arkea, bah, c'était beaucoup de visages que je ne connaissais pas, qui visiblement ne connaissaient même pas les joueurs de Brest, et qui forcément, bah, en deuxième mi-temps, on ne les a pas entendus, bien sûr. Et vraiment, ça, c'est l'image qui m'a marqué. On prend le but à la 47e minute de jeu. Ok, nos joueurs ne sont pas revenus sur le terrain, mais il y avait au bas mot un quart de la tribune qui n'était pas en place non plus. Et ok, on veut que Brest soit au niveau, on est les premiers à critiquer l'arbitrage, mais il y a un moment, il faut que tout le monde soit au niveau. Ouais, mais Et alors, j'espère que contre Nantes et contre Reims, ça sera autre chose. Après, ces gens-là ont payé leur billet, je veux dire, tu peux rien leur dire. il y a aussi Mais la gestion des buvettes où tu as énormément de gens qui sont encore aux buvettes parce que le service est tellement médiocre à ce niveau-là, tout ce qui est, je sais pas, frites, boissons, où tu fais une queue interminable. Il y a beaucoup de gens qui attendent encore leur. Donc, soit ils partent avant la mi-temps pour être sûrs d'avoir leur truc, soit ils vont à la mi-temps, ils restent jusqu'à la fin d'après mi-temps, mais en même temps, ils sont pas à leur place au retour. Donc, je pense qu'il y a, alors effectivement, certains qui restent traînés, hein, je remets pas en cause ce que tu dis, mais il y a aussi un manque d'organisation derrière la tribune qui fait que. Et les tribunes Foucault, c'est pas beaucoup mieux. Il y en a énormément qui reviennent pas avant la 55e minute. et c'est ça, et je trouve ça dommageable, surtout que tu es dans le sprint au final, les joueurs et le coach, enfin, tout le climat autour du club demande une sorte d'union sacrée pour aller au bout. Et non, je trouve qu'on le public brestois n'a pas été du tout à la hauteur. Et finalement, en dehors de la tribune Quimper, le seul moment où on a entendu le public brestois, c'était pour insulter l'arbitre, qui, même si j'ai été très dur sur l'arbitrage, pour moi, Rudy Buquet, il fait pas un mauvais match, hein. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi donc. Il n'y aura pas de Vas-y. touristes à Stade Francis Leblanc en Ligue des Champions l'année prochaine. Bonne soirée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Non, mais non, je pense que c'est pour la transition. C'est pour la transition. Bah, on est des professionnels avant tout. Hein. Bah, on n'est pas Ça au, fait maintenant on n'est pas au 80. 99e.4 épisode pour rien. Hein. Eh oui, on a quand même 99 TR épisodes avant nous pour se créer cette expérience et se professionnaliser. Cette Donc complémentarité. effectivement, revenons peut-être sur la triste nouvelle hein, qu'on a appris donc hier ce lundi. Donc Brest, le Stade Francis Leblay ne pourra pas accueillir de match de
de quelconque compétition européenne. Qu'est-ce que ça a été d'abord votre premier ressenti? Je vais laisser Yann commencer. C'est moi l'énervé du jour, c'est ça? Bah, on est tous énervés, je Ah pense non, là, que. on est tous, je pense qu'on va. Non, Aucun de nous va se réjouir de ça, hein, il mais... y a eu 2 réactions de mon côté. La première, c'est abattu, évidemment. Surtout que le timing, enfin, merde, tu la prends pas en fin de saison, tu la prends en plein milieu du sprint, juste après une défaite. Donc abattu et en même temps, de la colère et l'impression d'avoir été un peu pris pour des cons. Parce que le sujet, on en parle depuis peut-être un mois et on a eu notamment la sortie dans la presse de Pascal Robert qui expliquait qu'il était assez positif, que tout le monde accompagnait. Plus on a les détails de l'avis de l'UEFA, plus on voit que, bah, en fait, on n'est même pas prêt d'y être. C'est un non ferme et qui semble très définitif. Et voilà, c'est un mélange de grosse déception, de colère, il y a un peu de tout. Et ça, pour le coup, je pense que ça va pas passer. Pas en une semaine, de mon côté. Je vais pas être très original, c'est un peu comme Yann, hein, c'est dans un premier temps une déception importante parce que tu te dis que finalement on se bat et les premiers. Moi je pense dans un premier temps avant de penser aux supporters et penser à moi dans le sens où je me dis ah, ce serait génial de voir un match de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe au Stade Francis Deblé. Je pense d'abord aux joueurs qui eux se mettent vraiment tout ce qu'il faut sur le terrain depuis le début du mois d'août pour faire une saison exceptionnelle et eux d'abord auraient mérité je pense d'avoir cette récompense-là à l'année prochaine, dans la mesure où on se qualifie, évidemment, hein, si jamais on venait à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Il y a une déception qui est terrible aussi pour l'environnement, parce que le Stade Francis Deblé et ses supporters méritent, je pense, de vivre et de connaître cette Ligue des Champions à Brest. C'est peut-être la chance d'une vie. Je ne suis pas certain qu'on puisse rejouer une compétition européenne de sitôt. Et après aussi un peu de colère, dans le sens où ça fait des années qu'on dit qu'il faut un nouveau stade à Brest, et c'est de la colère vis-à-vis des gens qui partagent pas cet avis en fait. Et bah, vous désolé, mais vous avez un avis de merde si vous pensez que le nouveau stade n'est pas nécessaire à Brest, que vous soyez anti ou vous soyez pour la rénovation de Leblé. À un moment donné, il y a des faits, il y a des projets qui sont là sur la table, il y a des gens qui expliquent depuis des décennies que ça peut pas le faire, et il y a des, bon, je vais pas être trop vulgaire, mais il y a des gens qui font tout pour faire capoter ça. Et aujourd'hui, bah, on a aussi on paye un peu les conséquences de ces atermoiements politiques depuis, je sais pas depuis quand, parce que moi je suis le stade depuis le milieu des années, début des années 2000, on va dire. Et déjà à cette époque-là, on entendait parler d'un projet de nouveau stade à Brest. Et je pense qu'avant même aussi, les plus anciens me préciseront ça. Mais c'est très énervant. Donc finalement, voilà, on paye des stratégies politiques, des stratégies d'opposition de merde. Évidemment, le règlement de l'UEFA qui est ce qu'il est, mais bon, effectivement, il n'a pas été créé pour Brest, hein, il existait avant, il y a d'autres clubs qui ont été pénalisés, et ben nous, on sera pénalisés comme des idiots aussi, et c'est très frustrant. Tu évoques ceux qui sont en opposition, évidemment, il faut en parler, mais il faut aussi dénoncer, et là, je suis désolé, rien à foutre, mais la lâcheté d'une municipalité qui a les manettes depuis 20 ans et qui, depuis 20 ans, dit oui, oui, peut-être, on verra plus tard, ça fait l'affaire. La situation à Brest actuellement, elle est ubuesque. Faut quand même regarder. La tribune Arkea, elle a été construite en 2010. On a dit, on va faire une tribune temporaire en tubulaire parce qu'on va bientôt avoir un nouveau stade. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'on a une tribune temporaire parce que la mairie nous dit oui, oui, on va y aller. Et ben voilà, Et à voilà, tu côté de le ça, payes. ils vont jouer sur le côté. Ah ben maintenant, finalement, la rénovation dont on avait parlé, on va pas la faire puisqu'il y a un projet de nouveau stade. Et ils se lavent bien les mains derrière le projet de nouveau stade parce qu'on sait que ce projet n'avance pas, même si les frères Le Saint font visiblement tout leur possible. Je vous rappelle que l'inauguration était prévue en 2021. On aurait pu Et ouvrir la saison prochaine avec un nouveau stade. Ça Oui, aurait mais été beau. Ce il sera n'y pas a, le toujours cas. pas et il y a toujours pas de permis de construire. Il n'y a toujours pas une pièce qui est mise sur le nouveau stade. et je sais qu'il y a un argument qui revient beaucoup chez ces gens-là qui de toute façon n'aiment pas le foot et que te racontent que la rénovation du stade de Nice, c'est un modèle. Faut quand même lire l'argument, hein. On se rappelle que Nice a créé un nouveau stade, mais bon, peu importe. Ces gens-là te disent oui, mais de toute façon, Brest n'aurait jamais pu être européen, ça sort de nulle part. Mais en fait, c'est pas un argument. C'est Non. absolument pas un argument. Ça fait des années qu'on vous dit que le stade. En fait, l'hérésie ici, le caractère exceptionnel, c'est pas le règlement de l'UEFA qui nous interdit. C'est le règlement de la LFP qui nous autorise. Oui. Il faut bien l'avoir en Oui. tête, ça. Et vraiment, Parce que de c'est toute façon, compliqué de le mettre en place. si l'UEFA avait autorisé Brest à jouer à Brest, ça aurait été grâce à des dérogations. Le problème, c'est que l'UEFA, c'est pas la LFP, c'est pas le district du Finistère Nord, quoi, tu vois.
À un moment donné, il C'est y a ça. Il y a des gens sérieux. oui, bah c'est ça. Il y a des gens sérieux et c'est une institution qui dirige l'ensemble du football européen. Donc à un moment donné, il faut être aussi logique par rapport à eux. Ils peuvent pas autoriser Brest à jouer avec des tubulaires et ensuite ne pas autoriser l'Union Saint-Gilloise, par exemple, à jouer dans leur stade. Il faut avoir une certaine cohérence entre les décisions. Et malheureusement, le bricolage qui a été fait à Francis Leblay depuis 2010, on va dire, et même au-delà, hein, bah voilà la conclusion. Alors évidemment, c'est pas encore fini pour Denis Le Saint, en tout cas. Je pense que pour l'UEFA, c'est terminé. On va y croire un peu le temps qu'il y ait une communication officielle du Stade brestois, mais clairement, il y a une cohérence à avoir pour l'UEFA et ils ne peuvent pas permettre à Francis Leblay de jouer dans un stade qui tient debout, évidemment, mais en Ligue 1. Évidemment, ça tiendrait en Ligue des Champions, mais Mais c'est pas il y a des vraiment la règles. cohérence. Il y a des règles et elles ne sont pas sorties il y a 2 jours. Hein, donc, Je rebondis aussi. une fois que tu es en Ligue 1, à un moment donné, il suffit d'une saison, on le voit actuellement, C'est ça. C'est ça. pour y aller et pour vivre ce qu'un supporter du Stade brestois n'avait encore jamais vécu. Donc ça fait 74 ans maintenant que le club existe. Il y aura eu potentiellement une saison en Coupe d'Europe. Qui nous dit que c'est pas la seule qu'on verra dans notre vie et c'est une qu'on va nous prendre et qu'on ira jouer dans une autre ville. Alors évidemment, il y aura toujours les déplacements à l'extérieur, on essaiera au moins d'en faire un, hein, naturellement. Certains essaieront d'en faire 2, 3 ou 4. Et on espère que vous aurez la possibilité de le faire. Malheureusement, tout le monde n'a pas non plus que ce soit les moyens, le temps de le faire. Donc on est en train de gâcher à la fois pour le club, pour les joueurs, pour la ville naturellement. C'est aussi une visibilité qui est importante mais qui ne se fera pas à Brest. J'espère que la ville de Rennes, la ville du Mans, peut-être la ville de Nantes sera contente d'avoir cette exposition à la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais en tout cas, pour nous, qui avons eu une carotte tout au long de la saison sur cette Coupe d'Europe, bah, on a l'impression de tourner en rond et de toujours avoir cette carotte autour de nous. Et bah, finalement, à quoi bon cette fin de saison? À quoi bon cette fin de saison? À quoi bon la saison prochaine? Hein, puisque bah, le stade ne sortira pas de terre avant plusieurs saisons. Oui, c'est ça. Donc pourquoi se battre en fait les saisons prochaines pour continuer à jouer à l'Europe, continuer à jouer l'Europe, que ce soit, on fera plaisir à tout le monde. Hein. Alors peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. On fera plaisir peut-être à Guingamp qui aura une petite saison européenne, Lorient, Rennes. On fera cadeau, voilà. Une saison européenne pour une ville, comme ça tout le monde sera content, sauf Brest. Mais je pense pas être dans l'excès en disant que c'est finalement la deuxième pire nouvelle de l'histoire du Stade brestois. La première étant la dissolution du Brest Armorique. Et encore, certains diront que ça a permis de repartir sur des bases saines. Là, il n'y a aucun élément positif à en tirer. Et quand je dis que c'est la pire, c'est parce que, putain, le message que tu envoies à tes jeunes supporters, Tu passes pour des cons déjà. On passe pour des cons. Ouais. tu passes pour des cons. Tu passes pour des cons et tu expliques Les à tes amateurs. plus jeunes supporters que tu ne joueras jamais la Coupe d'Europe dans ta ville. Voilà, tout simplement. Donc non, moi je pense pas être dans l'excès en disant que c'est la deuxième pire nouvelle de l'histoire. Et typiquement, certains vont me dire oui, mais attends, ça pourrait être pire, on pourrait redescendre en Ligue 2. Mais si on redescend en Ligue 2, on connaît le Stade brestois, on sait que le Stade brestois finira par revenir en Ligue 1 parce que sa place intrinsèquement c'est en Ligue 1. Par contre, sa place c'est pas en Coupe d'Europe aujourd'hui. Et j'ai bien peur que ce soit la seule opportunité de notre vie, malheureusement. Et là, comme Quentin l'a dit, on se la fait prendre. C'est abominable et personnellement, je suis totalement dégoûté et vraiment, je suis un peu sur le même ligne que Quentin. À quoi bon maintenant, quoi, là, sur la fin de saison? À quoi bon? Le seul motif d'espoir que j'ai trouvé, c'est de finir 4e, parce que si tu finis 4e, tu as un match de qualification pour lequel les critères sont pas les mêmes et en soi, il faudrait que ton stade soit catégorie 3. Là où pour être en poule, il faut être catégorie 4. Actuellement, le stade Francis Leblay est catégorie 2. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire les efforts suffisants? Est-ce qu'on peut embarquer la mairie là-dessus? Peut-être. Et ça serait une manière d'apaiser un peu les choses, de mieux faire passer la pilule, d'avoir un et probablement un seul et unique match de Coupe d'Europe à Leblay. Moi, je pense que ça mettrait Mais plus putain, de flou sur la situation. Si tu vas expliquer aux gens que tu peux jouer un match, mais pas ceux d'après, je suis pas certain que, même si je suis d'accord avec toi, ce serait
Ce serait déjà mieux que rien. Mais les gens comprendraient peut-être encore moins cette décision de pouvoir jouer le premier match de préliminaire et même pas le barrage derrière. Donc ça veut dire pas la musique de l'éventuelle Ligue des Champions à Brest. Après, pour le à quoi bon, c'est effectivement extrêmement décevant, mais je pense quand même que la Coupe d'Europe, ça vaut le coup, même si on la joue pas à domicile. Alors, ça aura pas du tout la même saveur, ça aura pas du tout le même parfum, et ça sera pas Après, la ça vaudra le coup, mais même d'un point de vue du club, naturellement, il y aura tout ce qui est prime, tout C'est ça. ça. C'est ça, je pense que pour te pérenniser en Mais, Ligue 1 après, peut-être que ça peut aider. mais je pense que t'as pas les mêmes arguments Ah non, bien sûr. pour les joueurs, par exemple, pour faire venir des joueurs. Je pense que on le voit, alors, ce sera pas à l'extrême de Concarneau cette saison, mais ça prend aussi pas mal d'énergie sur les joueurs. C'est des déplacements en plus, même s'ils sont à 3 heures. On voit Concarneau qui doit souvent se déplacer à rien qu'une heure de Concarneau, à Lorient, à Brest. Mais les mecs sont au bout du rouleau et ça se voit avec leurs résultats. Donc c'est vraiment, il y a, comme l'a dit Yann, il y a absolument aucun positif à retirer de cette nouvelle. Et Ah non, ça c'est sûr. pourtant, alors toi, on sait que tu es pessimiste, Fanche. Nous, on essaye. Moi, je suis quand même un peu plus optimiste que toi. Mais depuis hier, on en discute assez régulièrement parce que c'est un sujet entre supporters du Stade Brestois qui revient naturellement. Et vraiment, il n'y a absolument aucun point positif. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, l'année prochaine sera pareil. Dans 2 ans, ce sera pareil. Et en fait, le pire, c'est qu'il n'y a pas que la tribune, quoi. Il n'y a pas que les tribunes. Il y a le soleil. Si jamais par exemple, le groupe scolaire de Charles de Foucault décide d'arrêter un partenariat avec le Stade Brestois et de dire, non, les camions, ils viendront plus, il y aura plus d'espace VIP, il y aura plus d'espace média, par exemple, puisque les médias doivent passer par Charles de Foucault pour arriver au stade. Du coup, comment on fait, quoi? Comment on fait? Et ça, que tu modernises le nouveau stade, que tu modernises Francis Leblay ou pas, finalement, Charles de Foucault, on va pas la détruire. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Fanche, il faut absolument un nouveau stade si jamais le club veut passer un cap. Et passer un cap, on aurait pu le faire, mais il en va de l'avenir du foot professionnel à Brest, en fait, tout simplement. Hein. Mais oui, comment tu veux reprocher à des gamins de supporter le PSG plutôt que Brest? Tu sais, j'ai eu déjà cette discussion, certains disent oui, mais tu peux poser un jour de congé, c'est génial. Je Moi, je pense à peux mes pas. petits cousins qui ont 7-8 ans. Oui, toi tu peux pas, pareil pour les pros. Enfin, tu vas faire 3 heures de route pour aller voir un match à 21h à Nantes et revenir le lendemain matin, un mercredi? Non, non. Alors, je l'ai fait l'année dernière, on a perdu 3-1 à Nantes, c'était terrible. J'ai essayé de réfléchir, de trouver des choses positives. Il y a un scénario où Brest peut, entre guillemets, s'en sortir. Moi, ça m'irait pas, mais je pense que ça serait la bonne chose à faire côté club. C'est en fait, si le Stade Rennais ne se qualifie à aucune compétition européenne, tu peux la jouer sur la carte du Brest, c'est le représentant de la Bretagne. On va jouer un peu partout en Bretagne. C'est la Bretagne qui va en Coupe d'Europe. Je sais que ça ferait vibrer beaucoup de gens, hein, notamment du côté de Rennes. Putain, moi, ça me ferait chier. Hein. Oh, qu'est-ce que ça me ferait chier. C'est Brest qui est qualifié, c'est pas la Bretagne. Alors, je sais, faudra peut-être pas leur demander dimanche si on gagne là-bas, parce que si on va gagner, au fait, on avait un truc à vous demander, les gars, ça va peut-être pas passer. Donc, mais ouais, après, il y a toutes les considérations rivalité, parce que jouer à Guingamp, ce serait l'idéal en termes de durée, enfin de distance. Mais d'une part, je suis pas certain que Guingamp ait envie de nous prêter son stade, je suis pas certain que Brest ait envie d'aller jouer à Guingamp. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens depuis hier. Hein, d'une part, il fait comme vous, je ne vois aucun élément positif à cette décision, ni même aucune solution. Est-ce que le stade va vouloir jouer la Coupe d'Europe, même si ce serait une erreur de la refuser de ne pas la jouer, je pense, parce qu'en plus, après, on connaît même pas les coûts que ça peut engendrer pour le club. Mais est-ce que tout ce qui est prime de Ligue des Champions, d'Europa League, peu importe la compétition, mais est-ce que ça irait pas directement dans louer un nouveau stade? Je sais pas si les partenaires, il faudrait pas les amener là-bas. c'est un peu le cadeau empoisonné. Hein. Ah ouais, mais c'est vraiment terrible. Il faudrait un peu analyser comment fait par exemple l'Union Saint-Gilloise. Même si eux, ils sont de Bruxelles, ils continuent à jouer à Bruxelles dans un autre stade, quoi. Donc, il faudrait aller voir s'il y a d'autres cas un peu similaires. De tête, par exemple, on peut penser à l'Union Berlin, mais ils jouent à Berlin, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas jouer à Ménespol? Ménespol. Alors, sur synthétique, Vinicius qui sort de l'Algeco avec ses crampons moulés. Mais non, mais enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Et
avec un grand C, quoi. Là, c'est. Même, ça, enfin, je veux dire, l'équipe en fait même sa une aujourd'hui, donc c'est même qu'au niveau, voilà, ça a une résonance au niveau Et puis, mais national. là, enfin, franchement, la honte, quoi. Ah oui, c'est la honte. Et la Mais honte, la honte de fou, parce que tu prends les clubs de Ligue 1 un par un. Je pense qu'il y a que Brest qui peut pas jouer dans son stade en cas de Coupe d'Europe. Clermont actuellement, ouais, peut-être. Clairement, ils ont une tubulaire derrière le but. Et franchement, ça, en tout cas de mon côté, ça a ruiné la fin de saison. oui, Parce que, pareil. pourquoi faire, quoi? J'étais très heureux à l'idée d'aller à Toulouse. Je n'irai pas à Toulouse. Ouais, pourquoi faire, quoi, en fait? Enfin, tu verras Brest jouer en Coupe d'Europe, parce que moi, je suis absolument convaincu que Brest terminera dans les 6 premiers. Voilà, Brest jouera à la Coupe d'Europe, mais en fait, ce sera Rennes qui jouera la Coupe d'Europe avec le logo Brest, quoi. Ils vraiment vont être ça. gays, les podcasts l'année prochaine. Ah non, mais et si on arrêtait le podcast? Moi, j'en ai plus rien à foutre. Moi, de toute façon, Est-ce que le podcast est homologué par l'UEFA? Est-ce que Est-ce vous que avez un micro tubulaire? Ah, ouais, j'ai un micro tubulaire. Moi, personnellement, mon micro, il est sur un rouleau de PQ, donc voilà, c'est dire le niveau C'est les de écolos, bricolage. les écolos qui font pression? Ouais, oui, c'est vrai. Mais oui. Oui, monsieur Dissot, Mais c'est à vous que je moi, parle. allez, je vais essayer de faire un point positif. Quentin et Fanch l'ont évoqué, je crois. C'est les déplacements à l'extérieur, quand même. Ouais, c'est ça. Quand même. Et à choisir entre faire un match à domicile à Nantes et un match à l'extérieur, je sais pas, à Berlin ou à Vienne ou je ne sais où, je prends le match à l'extérieur. C'est le seul et unique point qui me motive Oui, encore parce un que peu du coup, pour la saison j'imagine que prochaine. l'année prochaine, il y aurait un abonnement, donc Ligue 1, peut-être un pack Coupe d'Europe pour les 4 matchs. Bon, du coup, le pack Coupe d'Europe, il sera moins cher. On ne le prendra pas ici, naturellement. Donc, il y a peut-être moyen de se faire un deuxième déplacement, si possibilité. Bah, moi, ça Ouais, m'a c'est sûr, c'est Il y a le sûr. point positif. Mais bon, Voilà. on On a vit. fini maintenant qu'on a fait les points positifs, passons aux points négatifs. Ouais. Non, mais et puis même au-delà du football, putain, la réputation de la ville de Brest. Je veux dire, on traîne une réputation de ville industrielle, de ville un peu arriérée, de plouc depuis des décennies et décennies. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de rompre avec cette image, que ce soit dans l'urbanisme, dans l'aménagement. Là, tu as une occasion en or, parce que le football, c'est ce qui apporte le plus de visibilité à Brest aujourd'hui. Eh ben non, cette visibilité, Ah, t'en il y a profites la pour deuxième ligne de tram t'enfoncer. quand même, t'es dur. Oui, bon, écoute, c'est le téléphérique, bravo, bravo. Est-ce que Et Après, c'est pour ça, là, alors, je reviens à ce que vas-y, je disais, mais pardon. la municipalité qui est aux manettes depuis 20 ans, non seulement elle vient de gâcher beaucoup de choses pour les fans du Stade brestois, pour les habitants de Brest, mais même pour elle-même. Parce que dans son bilan, il y aura ça. Il y aura ça dans son bilan. 20 ans de pouvoir, tu n'as pas été foutu d'avoir un stade aux normes alors que tout le monde te disait qu'il le fallait. Tu as gâché la seule opportunité de rayonner à l'international pour ta ville, pour ton club. Tu l'as gâché. Donc même Et pour oui, eux, c'est un immense vous gâchis. pensiez que le 100e épisode du Brest Tonnerre, ce serait la Coupe d'Europe, et non, c'est Yann qui va annoncer sa candidature à la mairie. Eh oui, il faudra être présent. Mais on parle de on va pas faire non plus le procès de la municipalité brestoise, mais on parle de football naturellement, mais il n'y a pas que le Stade brestois qui peut se plaindre de ce qu'a fait la municipalité depuis plusieurs années. L'ASB est l'un des plus grands clubs en termes de licenciés du Finistère, peut-être même de Bretagne. Jusqu'à très peu, ils avaient un terrain synthétique, c'est tout. Un terrain synthétique, un terrain stabilisé juste au-dessus. Ils avaient des vestiaires qui tombaient. C'était n'importe quoi, les vestiaires. Il y avait 2 vestiaires qui se battaient en duel. Ils étaient dans un état pitoyable. Ils ont dû faire des algécos, voilà. Mais on peut parler des autres sports, l'étendard de Brest, par exemple. Enfin, Le hockey sur glace, éventuellement? bah pour le coup, Mais oui, voilà, elle est toute petite, la patinoire, mais au moins il y a une patinoire. Par contre, mais enfin, il y a eu l'épisode autour de la salle Cerdan qui était catastrophique. L'étendard de Brest alors c'était le BB29 maintenant. Je crois qu'ils ont mergé entre l'étendard et le BB29 pour faire le Brest Métropole Basket, je crois. Mais à un moment donné, ils avaient plus de salle, ils pouvaient plus jouer. À un moment donné, ils devaient aller jouer un lycée rive droite, je sais, à Carbone, il Ah me oui. semble, dans un gymnase.
c'était catastrophique. Ils jouent en N3, ce qui est comme, je crois, la 5e division nationale, donc c'était pas non plus trop mal. Et le gymnase de Carbone, pour y avoir fait mon lycée là-bas, enfin le sport au lycée là-bas, c'est naze. Hein. C'est un gymnase de collège, quoi. Donc, alors justement, je pense qu'ils avaient aussi eu des dérogations pour jouer là, donc au niveau régional. Hein. Donc à un moment donné, ils devaient aller jouer au niveau du gymnase de la SPTT à Brest, à côté de Thalès. Mais c'était dans un état catastrophique aussi. Donc ils ne pouvaient plus jouer. Au final, ils ont pu jouer à Cerdan pendant quelques années. Là maintenant, je crois que Cerdan a été détruit. Et je ne sais plus où ils jouent. Ça rajoute aussi un peu la honte qu'on s'est pris cette année avec la tempête, avec le stade qui est parti un peu dans tous les sens, avec le match reporté contre Strasbourg. Déjà, ça c'était effectivement, la tempête était importante et il y a eu du dégât, mais un stade de football en 2024, normalement, même si tu as du vent, il part pas en lambeaux, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule depuis. Il y a beaucoup de choses ridicules et on le dit entre nous souvent, c'est qu'on a de la chance de vivre et d'avoir une équipe hyper sympa, avoir des bons résultats. Mais au-delà de ça, il y a quand même tellement de choses à dire. Eh oui. Ouais, et pour le coup, peu de choses à reprocher sur le fond aux gens qui sont au club aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont les premiers dévastés. Mais Voilà, il y bien a juste sûr. leur com qui est un peu ridicule, mais je veux dire, un Pascal Robert qui est là depuis 20 ans, Voire putain, il plus. doit être furieux, furieux. Oui, 20 ans ou plus. Le mec, il a tout donné. On a des critiques à faire, il n'y a pas de si, mais il a tout donné et il se fait baiser sur un truc où il n'a aucune prise. Il y peut rien. C'est pas lui, Pascal Robert, qui va aller poser des briques autour des tubulaires. Alors que nous, on est disponible. Dégoûté. Le On dégoût est pourrait peut-être total. jouer à l'Arena, en foot à 7. Et pourquoi pas Eh ben, Misak style Bercy. moi, Non, non, mais Marco Bizot dans un but de hand, je suis serein pour la qualif. Mais, mais même là, tu parles du hand. L'Arena, faut se rappeler l'histoire du hand à Brest. C'est-à-dire que l'Arena, elle date de 2014-15. Avant le BBH, ils ont joué à l'Aisne-Vin. Ils ont été champions à l'Aisne-Vin. Il n'y avait même pas 1000 places. C'est Il a l'Arvor fallu 29, attendre que même, le il me semble. BBH. Ouais, c'était ça. Il a fallu attendre qu'il soit champion de France pour que, du côté de la municipalité, on dise ça serait peut-être bien d'avoir un truc convenable. C'est ouf, hein. Et ça, c'est que la première Et je suis pas partie. fan de Bientôt hand. la deuxième partie de ce podcast, quand Brest déjà sera déjà qualifié en Coupe d'Europe. Et de deux, quand on aura le fin mot de l'histoire, puisque Denis Le Saint, naturellement, dit qu'il ferait tout pour que le Stade brestois joue à Brest. Hein, donc, on imagine qu'il y aura recours et recours. Bon, c'est l'UEFA, hein, comme on l'a dit. C'est pas la LFP, c'est pas la Ligue de Bretagne, c'est pas le district du Finistère Nord. Donc les espoirs, j'imagine de votre côté comme le mien, sont assez minces. Mais de toute façon, hein, la vie continue. On va continuer à supporter le Stade brestois, mais c'est vrai que ça a fait mal par où c'est passé. On s'est toujours dit qu'on supporterait Brest en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National. On ne pensait pas qu'on serait dégoûté le jour où on se qualifiait pour une Coupe d'Europe. C'est vraiment la double peine, le paradoxe complet de cette histoire. Et c'est assez révoltant. Et malheureusement, les gens qui nous interdisent de jouer à Brest, eux, n'y sont pour pas grand-chose finalement. Parce qu'ils prennent des décisions qui sont les mêmes pour tout le monde en Europe. Et les responsables ne sont pas à l'UEFA, à mon avis. Oui, bien Oui, sûr, c'est on a important de vu le aussi dire parce que on a vu, bien parce sûr, qu'on des exemples de tribunes voit. tubulaires à droite et à gauche. Notamment, il y a une photo du parquage à Bergame qui sort. Mais s'il y avait, je pense, qu'une tribune tubulaire à Brest, il n'y aurait peut-être pas eu de souci. Là, il y en a 3 quand même. Hein. Peut-être un peu beaucoup. Hein. Ça a commencé à faire un peu beaucoup. Ça fait beaucoup, mais malheureusement, voilà, il faut insister là-dessus. C'est pas un complot de l'UEFA pour faire taire Brest, c'est pas un complot de la LFP, quoi que ce soit. Là, voilà, c'est juste Et si ça venait des arbitres, encore une fois. Si c'était Mathieu Vernis derrière tout ça, est-ce que vous diriez pour conclure que Brest dérange? Je dirais que Brest me dérange en ce moment. C'est vrai. Messieurs. Du coup, l'Europe s'éloigne. Ah, l'Europe s'éloigne. Géographiquement, en tout cas. L'Europe se rapproche, mais l'Europe s'éloigne. C'est beau, ça. Et ça fait réfléchir. Génial. À méditer. Messieurs, bonne fin de semaine à vous. J'espère que le prochain épisode, c'est le 100e. Hein. Ah bah, il y a des chances quand même. Ah bah, ça fait 3 semaines qu'on dit ça. Ça fait 3 semaines que qu'il y a des chances. Mais à un moment donné, il n'y a jamais de 100e. Le 100e sera à Rennes, enregistré dans nos nouveaux locaux rennais, bien sûr. Rennes en air. Rennes en air. Bon, messieurs, à la prochaine.
Merci à vous. Vivement, Dimanche. vivement la fin, en fait. Vivement Ligue 2, quoi. Tour de Au France moins, dans 80 jours. C'est vrai, les Jeux Olympiques, l'Euro, on va se régaler. Et puis le tour préliminaire, bien sûr, de la Ligue des Champions, du côté du Mans, naturellement. Malgré tout, messieurs. Allez, Brest, salut. Allez, Brest. Du ciment pour le blé. Allez, Brest.